Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire où on va voir ensemble la checklist relation client pour 2026. Alors vous verrez que j'ai mis 10 cases à cocher, mais ce sera à vous de choisir celles qui sont prioritaires. Alors, donc petite introduction sur ce webinaire et comment ça va se passer. C'est assez simple. Donc, on va faire une petite présentation d'Eloquent, qui est éditeur de solutions de centre de contact et de logiciels en cas de satisfaction client et collaborateurs. Ensuite, on fera un petit récap sur les attentes des clients et pour cela, je me servirai en particulier de l'étude et du service client de l'année. Ensuite, je vous présenterai rapidement une étude que l'on a menée auprès de professionnels de la relation client. Alors là, ce sera secteur transport, logistique, énergie, mais ça peut être facilement extrapolable à d'autres secteurs d'activité. Et enfin, on va passer à cette fameuse checklist relation client avec des points à intégrer dans votre plan relation client pour 2026. Alors, je me présente, je suis Frédéric Canevet et je m'occupe des projets digitaux chez Eloquent. Alors, je vous ai parlé d'Eloquent, mais pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous faire un rapide qui est Eloquent. Donc Eloquent est éditeur de solutions de gestion de la relation client, en SaaS, hein, bien sûr. Notre but est d'aider les entreprises à orchestrer, mesurer et améliorer les conversations avec leurs clients et éventuellement leurs collaborateurs via une plateforme cloud d'expérience client qui utilise l'IA. Donc on a une solution de centre de contact omnicanal et de voix du client et du collaborateur. Ça fait plus de 25 ans qu'on existe, on est une centaine de personnes. On gère à peu près un demi-milliard d'interactions chaque année, que ce soit du chatbot, du callbot, de l'email, du chat, du RCS, autant de canaux. On gère à peu près 150 millions d'enquêtes de satisfaction chaque année et on est certifié ISO 27001, 27701, HDS et on a actif. Donc la mission, c'est donc vous aider à créer des conversations mémorables avec vos clients et vos collaborateurs et fluidifier votre relation client. Et comme je vous le disais, pour vous aider, on aura cette plateforme cloud d'expérience client, donc un logiciel de centre de contact omnicanal, qui est vraiment centré sur ce fameux orchestrateur omnicanal qui permet de gérer la voix, les emails, le SMS, le chat, le messaging, le RCS, WhatsApp, la visio-assistance, et bien sûr d'aider les conseillers à être plus efficaces ou aussi les superviseurs avec le reporting, etc. Le but après, c'est bien sûr de donner la main soit à l'humain quand il le faut, et à ce moment-là, en fait, on aura bien sûr tous les canaux classiques, soit en fait d'utiliser des robots et l'intelligence artificielle pour gérer les tâches à faible valeur ajoutée, comme les callbots, les chatbots, ou alors pour aller analyser les verbatims, les interactions au téléphone. Voilà. Donc, nous, on le voit chez nos clients, hein, mettre en place ce genre de solution permet d'améliorer l'efficacité, la productivité et l'engagement des collaborateurs. Je vous ai parlé de près de 350 clients. Je vous en mets ici un certain nombre à l'écran. Donc, vous verrez, on a des très grandes entreprises, telles que Bouygues Télécom, telles que Geodis, Massif, etc. Puis, on a des sociétés plus modestes, comme WeFirst, qui équipent la plupart des hôtels et des points Wi-Fi, ou l'école des loisirs, si vous avez des enfants, ça doit vous parler. Alors, pour commencer, je vais vous parler maintenant des attentes des clients et pour cela, en fait, je vais m'appuyer sur l'étude et du service client de l'année. Donc on va faire un petit récap avec quelques chiffres clés que j'ai retirés. Alors, le premier, tout simplement, c'est que le téléphone reste toujours le premier canal de communication, 53. On verra juste après l'évolution, suivi de l'email. Donc ce sont les canaux indispensables. Ce que l'on voit par contre, c'est l'augmentation des bots, même si, on le verra, ils sont un petit peu décriés, ils représentent quand même un des canaux qui est le plus en croissance depuis de nombreuses années. Il y a des autres canaux aussi qui sont vraiment importants. On voit les canaux classiques restent toujours essentiels avec près de 70%, donc qui restent toujours importants, en particulier l'email et le téléphone, mais également des canaux digitaux, hein, 46%, quasiment la moitié des interactions. L'interface web, si on note encore la partie site internet, et bien sûr une baisse, comme d'habitude, du face-à-face. Voilà. Alors la moyenne, c'est 3,7 canaux, hein, donc on est comme sur beaucoup de canaux et c'est ça qui est intéressant, c'est que, on peut voir que tous les canaux quasiment augmentent, hein, le téléphone, on est à 53 contre 50 ou 55 là, les emails, là aussi, on est sur une petite croissance ou un chiffre qui est à peu près stagne. Il y a juste le téléphone qui historiquement est vraiment, en baisse. Le site web toujours aussi un petit peu, en croissance, même si on est moins féru, du site web qu'auparavant, on utilise beaucoup l'email. Mais on voit le chatbot chaque année, ça progresse. Il y a, allez, il y a presque 10 ans, on était à il y a 10 ans, on était à 0 et là, on est à 30, donc un tiers des interactions. Donc on voit bien qu'il y a une certaine maturité, une volonté des entreprises d'améliorer cette productivité. Le live chat aussi. La messagerie mobile, petit à petit, lui aussi, c'est un canal qui progresse. Il y a juste, en fait, la partie réseaux sociaux où on voit une légère baisse.
c'est qu'on est plutôt sur, des conversations qui viennent de plus en plus privées ou des gens qui sont, vraiment plus embêtés, donc qui cherchent à utiliser ces canaux-là. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a toujours plus de canaux, plus d'interactions et donc en fait, ce n'est pas un canal qui remplace totalement les autres et tous les canaux restent assez importants, même si on voit un déclin, lent, du téléphone et un petit peu de l'email. Alors, si on voit la satisfaction, bah, les canaux les plus, «humains» entre guillemets, bah, sont ceux qui, donnent la plus grande satisfaction. Grosso modo 80 de satisfaction. Quand vous êtes au téléphone, bah, là, vous avez ce taux qui augmente et en plus, ce qui est intéressant, c'est quand on a une personne au téléphone, c'est là qu'on voit, un effet waouh, donc un moment de vérité positif et on verra justement que c'est important de créer un effet waouh et comment on va le faire, hein. Donc, le téléphone, l'humain, c'est là que, hop, c'est un canal qui fait la différence. À l'inverse, ben, en fait, les canaux, 100 IA, comme par exemple les chatbots, sont ceux qui ont la plus grande insatisfaction, puisqu'une personne sur 2 n'est pas satisfaite de son interaction avec un bot. Et pourtant, on continue à faire et c'est le canal qui augmente le plus. Alors les nouveaux chatbots avec l'IA générative permettront d'avoir une meilleure satisfaction, mais néanmoins, on reste toujours sur une insatisfaction. Donc on verra, donc il faut l'utiliser au bon moment pour les bons usages, par exemple en débordement et je vous donnerai un exemple ou 2. Voilà. Les réseaux sociaux aussi, on voit qu'on peut vivre un moment positif, tout simplement lorsqu'on est capable de répondre rapidement. Voilà. Si on parle maintenant de l'IA, j'en ai parlé un petit peu, ici, il y a pas de refus en bloc de l'IA. On le voit bien, ici 38 des personnes, ben, pensent déjà que l'IA, peut et seront partiellement gérées par l'intelligence artificielle. Donc on voit bien que les gens se disent: «OK, ben, moi je le vois, j'utilise, je pense en fait que l'IA peut m'aider». Il n'y en a pas de refus en bloc. Alors des gens qui disent: «C'est un petit peu trop tôt», ça va mettre en parallèle avec des gens qui sont insatisfaits, 1 sur 2. Donc 40 qui disent: «Ouais, quand ça sera un peu plus mature» et cetera. Mais on voit bien qu'il y a une véritable adoption. Ce qui compte vraiment, c'est de donner la bonne réponse au bon moment et on voit bien aussi dans cette question-là, on voit bien que, les gens disent: «Ouais, je préfère attendre plus longtemps pour avoir un humain», mais ça, c'est plutôt pour des, questions, complexes, pour être rassuré et cetera. Parce qu'en même temps, ils disent: «Non, mais à 64 je préfère en fait avoir un bot». Donc en fait, ce qu'il faut se dire, c'est peu importe le canal, ce que veulent les gens, c'est une réponse juste et rapide. Voilà. Je vous invite à regarder, après cette étude, qui a été réalisée par, Cossedal, donc c'est, le baromètre Web qui est, réalisé, chaque année par les équipes de Carole Sasson. On a fait un webinaire, vous pouvez regarder. À chaque fois, je vous ai mis ici des petites URL YouTube, avec des webinaires. Là, il y a un webinaire de 45 minutes qu'on a fait avec, Carole Sasson, et Green Bureau et Apizzi. Donc en fait, on voit eux, ils ont distingué de manière beaucoup plus fine 3 profils de clients. Il y a les relationnels classiques, à peu près 25 des personnes. Eux, en fait, ces personnes-là, ils sont plutôt âgés, seniors, et en fait, ils veulent vraiment de l'attention. Ils veulent des échanges humains, ils veulent de l'écoute et donc eux, ils sont plutôt réfractaires, de l'utilisation de l'IA parce que c'est seulement 40 qui disent positif, à propos de l'IA. Il y a 10 qui sont très réfractaires parce que pour eux, c'est une technologie très compliquée. Donc ils ont une méfiance sur les données personnelles, l'attente et cetera et cetera. Donc on voit que si vous avez beaucoup de clients dans le domaine des seniors, attention aux bots parce qu'ils ne sont pas tout à fait frais. Après, il y a des pragmatiques, à peu près une personne sur 2. Donc 2 tiers de moins de 50 ans, des étudiants. Eux, en fait, bah, ils s'en foutent un peu, ils veulent de l'omnicanal selon l'urgence, ils veulent du chat, du bot selon ce qu'il faut. Ce qu'ils veulent, c'est d'efficacité, d'écoute et de la bienveillance et ils utilisent à 68 l'IA donc c'est pas de rejet ni de bénéfice. En fait, eux, ils voient vraiment quelque chose de pragmatique et après, à la fin, il y a les digitaux efficaces, c'est les actifs, les gens qui ont pas de temps, qui ont une famille et cetera. Et ben, encore une fois, beaucoup de gens de moins de 50 ans, ils veulent peu d'attente, d'immédiateté, de l'omnicanal et eux, pour eux, ils veulent vraiment de l'IA. Ils se disent, voilà, 77 ils sont prêts à utiliser de l'IA. En pro, ils l'utilisent déjà, donc ils sont conscients des bénéfices et des risques, mais ils se disent, de toute façon, c'est plutôt positif. Donc voilà, je vous inviterai à regarder cette étude. Vous pourrez la regarder, elle est vraiment intéressante. Il y a une petite pyramide avec des conseils, des usages et également l'évolution sur les différents réseaux sociaux. Alors, un autre point aussi, c'est est-ce qu'il y a eu des moments waouh? Et donc en fait, moi ce que j'aime bien dans cette slide-là, c'est, qu'on voit qu'est-ce qui fait un moment waouh? On voit bien sûr, c'est la confiance, hein, qu'on a avec la personne, qu'on a en face de soi, au téléphone particulièrement. Mais ce qui est important, c'est cette partie empathie, personnalisation, réassurance, reconnaissance. On voit bien que c'est, ce qui compte le plus, la confiance, hein, la personne m'a fait confiance, m'a aidé, a été attentionné, il y a de la considération et cetera. Et à l'inverse, qu'est-ce qui gère de la défiance? Bah, c'est tout ce qui est déception, frustration, colère. C'est
on ne me comprend pas, on n'a pas compris. J'ai fait l'effort d'appeler, j'ai fait l'effort de faire une demande, vous m'avez pas compris. Donc on voit bien que cet effort d'être compris est également essentiel et clé. Alors je ne sais pas si ça vous parle à vous, hein. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires votre retour si vous faites les mêmes constats. Alors là, en fait, on a vu le point de vue des clients. Je voulais juste rapidement vous présenter le point de vue des professionnels. Alors pour cela, en fait, on a fait une étude dans le cadre d'une matinale qu'on a fait sur le transport logistique énergie en septembre dernier, enfin en octobre dernier, et on a demandé en fait quelles étaient les bonnes pratiques et les projets prioritaires. Comme ça permet de mettre en résonance ce que vous pensez et ce que pensent en fait les consommateurs. Alors, au niveau des bonnes pratiques, ce qui est intéressant, c'est que dans le panel qu'on a interrogé, bah, en fait, il n'y a pas de solution de miracle. À chaque fois, ben, voilà, 75% des réponses, c'est de la formation, un peu d'IA, un peu d'organisation, un peu de CRM, un peu d'enquête de SAT, un peu de nouveaux canaux. Il n'y a pas de solution miracle en fait. L'IA et la formation sont les plus importants, mais bon voilà, c'est pas ça qui va faire la différence. Pour vous, en fait, dans les bonnes pratiques, ce qui a amélioré le plus l'expérience client cette année, bah, c'est un mélange d'un peu de tout. Selon les besoins des clients, on met un peu d'IA, un peu de formation, on fait de la culture client, etc., etc. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui freinent un peu, c'est toujours process, organisation, en particulier dans les grandes entreprises. Par contre, dans certaines entreprises, la culture client est plus ou moins citée. Donc dans les bonnes pratiques, là, je vous laisserai regarder tranquillement. Ce qui revient, c'est les outils, hein, CRM, solutions de centre de contact, des nouveaux canaux. Par exemple, le chat qui a fait gagner 10 points de NPS et de 5% les ventes directes. On voit aussi des nouveaux canaux comme WhatsApp qui permet de communiquer directement, l'IA qui permet de répondre plus rapidement, aussi de la partie proactivité, ça on le verra tout à l'heure, l'appel de courtoisie un mois avant la livraison pour vérifier que tout se passe bien, FAQ de site web, visio-assistance, valorisation des gestes commerciaux, formation aux réflexes relationnels, etc., etc. Après, il y a d'autres bonnes pratiques, hein, l'analyse des écoutes qualité avec l'IA, quality monitoring, l'engagement des réponses sous 48 heures, le CRM, la base de connaissances liée à l'IA, encore une fois, un chatbot efficace, la mise en place d'un bot qui permet de réduire les interactions simples. Et on voit aussi des choses un petit peu plus old school, comme par exemple l'envoi de cartes postales manuscrites pour remercier les clients. Donc on voit bien que les solutions sont assez diverses et font vraiment la part belle à ce qui compte le plus dans votre entreprise. Si on vient sur les priorités de 2026, là, on a vu dans les bonnes pratiques, c'était pas forcément l'IA qui arrivait et pourtant cette année, on voit bien que vous avez fait un focus là-dessus, même si la culture client est derrière. L'IA, les bots, l'analyse sémantique arrivent premiers. Alors, il n'y a pas non plus une grosse différence, mais néanmoins, culture client, IA, c'est vraiment les choses les plus importantes et après les outils, CRM, centre de contact, travail sur la client et donc personnalisé, ce qui sera un élément de la checklist, travailler sur l'engagement des collaborateurs. Et après, par contre, en dernier, on voit que tout ce qui est préoccupation sociétale est comme un petit peu légère. Et par contre, on voit l'émergence des incivilités et c'est pour ça qu'on en parlera dans cette fameuse checklist. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si dans votre plan, relation client de 2026, vous avez bien, ce trio avec, analyse sémantique, enfin IA, culture client et CRM dans les priorités ou si, vous avez mis quelque chose en premier d'autre. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est la checklist 10 points pour, améliorer votre relation client. Alors, moi, ce que j'ai fait pour cette checklist, j'ai essayé de reprendre en fait tous les enjeux qu'on a vus précédemment, IA, culture client, proactivité, efficacité, et cetera et rajouter en fait à chaque fois des leviers à mettre en place. Donc en fait, je vous commencerai toujours par présenter l'idée. Qu'est-ce que c'est l'idée? Pourquoi on le fait? Ensuite, des exemples chez nos clients. Et ensuite, en complément, parce qu'on n'aura pas le temps de tout traiter là en 45 minutes, bah, des exemples de webinaires, d'ateliers qu'on a mis en place, qui durent parfois 45, 50 minutes ou 1 heure, qui vous permettront d'approfondir le sujet. Ensuite, comme ça vous permettra, à partir des points clés que vous avez relevés, de trouver les points que vous voulez améliorer et avoir les ressources pour le faire. Voilà. Bien entendu, on est également à votre disposition. Si vous voulez qu'on se fasse un petit atelier d'une trentaine de minutes ou 42 minutes, 45 minutes pour analyser votre relation client, comment on peut vous aider à fluidifier les parcours clients, dites-le nous et on sera heureux de vous accompagner sur le sujet. Un petit rendez-vous. Donc dans les 10 points clés, j'ai mis ces éléments-là. Signature relationnelle, important pour se différencier. La proactivité qui arrive de plus en plus, donc on l'a vu, hein, se différencier, ne pas attendre que le client appelle. L'intégration d'intelligence artificielle, la gestion des émotions, réhumaniser au bon moment, on a vu les fameux effets waouh. L'excellence opérationnelle pour répondre aux besoins des clients. La transformation des feedbacks clients en plan d'action. Le renforcement de la fluidité des parcours clients, la personnalisation et l'optimisation des ressources. Ça, ce n'est pas indiqué trop dans vos priorités de 2026 qu'on a remonté de cette étude-là, mais c'est des choses quand même que moi je remonte, enfin que je vois et qui remontent en fait quand je discute avec des responsables relations clients.
Alors le premier point, définir sa signature relationnelle. Alors c'est un petit peu un basique, la plupart des grandes entreprises l'ont fait, mais c'est quand même important de revenir là-dessus. La signature relationnelle, c'est vraiment au cœur de votre relation client et votre offre relationnelle. Le but, c'est de partir du pourquoi, quelle est la promesse, quel est mon positionnement et les autres. Pourquoi moi plutôt qu'un autre? Et on verra que c'est quelque chose qui est vraiment important et on le verra dans cette partie effet waouh expérience client et gérer des émotions. Donc ensuite, une fois qu'on a dit, qu'est-ce qui me caractérise et qu'est-ce qui me différencie des autres, bah, c'est le comment. C'est de matérialisation de la promesse. Qu'est-ce que je vais faire pour le prouver? Ça peut pas être via des canaux, via une orientation client, via des attitudes et cetera. Et quoi? Bah, c'est quels sont les outils de manière concrète que je mets en place pour donner une réalité concrète à cette signature relationnelle. Alors je voulais distinguer vraiment signature relationnelle de charte relationnelle. La signature relationnelle, c'est vraiment la promesse que je vais faire. Et la charte relationnelle, c'est comment je vais la mettre en place avec les comportements adoptés dans la relation client au quotidien. Et pour cela, en fait, ben, j'aime beaucoup citer cet exemple puisque la Maïf est un de nos clients. Et en fait, on a interrogé une responsable de la formation qu'on pourrait retrouver ici dans la vidéo et qui explique bien que bah, ce qui est important à la Maïf, c'est tout ce qui est formation, autonomie des conseillers, le recrutement des bonnes personnes, etc., etc. Et c'est vrai que ça fait la différence. Et c'est vrai qu'au départ, on discutait avec les équipes et puis je leur disais, mais est-ce que vous voulez mettre un callbot? Est-ce que vous voulez pas mettre un chatbot, etc., etc. Mais ils disaient, mais non, nous, notre ADN, nous, notre signature relationnelle, c'est bien sûr la relation client humaine et donc pas de mettre de bot en place ou alors des bots qui vont être vraiment transparentes, hein, ça, je peux l'admettre. Mais en tout cas, une relation client premium humaine avant tout. Donc ça, c'est important de se dire, mais qu'est-ce qui va me caractériser? Et je vous invite à regarder cette petite interview rapide hein, sur 3-4 minutes et vous verrez que c'est important. Et dans cette matinale, on a bien donné un exemple où un jour, en fait, un conseiller avait eu un agriculteur au téléphone et cet agriculteur, en fait, a vu un incendie et en fait, normalement, c'était une indemnité pour qu'il aille à l'hôtel et qu'il puisse en fait se loger en attendant, comme sa maison avait brûlé. Et c'est vrai que le conseiller avait dit: «Mais qu'est-ce qui vous permettrait de faire, quelque chose de mieux?» Il me disait: «Bah, j'aimerais bien avoir une caravane» et c'est vrai que, le conseiller avait demandé à son manager: «Est-ce qu'on pourrait acheter une caravane au lieu de faire le montant, classique?» La caravane, ça coûte le même prix que, l'hôtel, mais ça permet à la personne de rester sur son exploitation et ils avaient dit oui et ça, c'est véritablement cet aspect autonomie, cet aspect adaptation à la personne qui est vraiment une caractéristique de cette signature relationnelle. Alors, pour définir une charte relationnelle, je vous invite à consulter cette interview de Nathalie Namias, qui est, donc responsable relations clients et qui, est également animatrice de l'émission, TV, Success Stories. Et donc elle nous a fait le plaisir de répondre à quelques questions dans une interview que vous pourrez consulter ici. Il y a un petit résumé aussi sur notre article de blog et elle explique en fait pourquoi mettre en place une charte relationnelle et qu'est-ce que ça comprend. Donc la charte relationnelle, c'est pour incarner la marque via un guide écrit qui va donc transmettre les valeurs, les volontés, ambitions d'entreprise qui permettent de formaliser ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, etc., etc., et gérer par exemple les situations spécifiques. Donc je vous invite à consulter cette interview si vous n'avez pas encore défini de charte relationnelle. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, qui dans le chat a mis en place une charte relationnelle avec un petit workbook qui détaille ça. Je vous citerai tout à l'heure un exemple avec Brandt, hein, malheureusement qui a été en liquidation il y a 2 jours, mais on verra que Bruno Guittard avait créé justement un guide complet qui est vraiment très intéressant et je vous expliquerai justement comment il a mis en place cela avec une relation client qui comprend également du bot. Le point numéro 2, la checklist numéro 2, la proactivité. Alors la proactivité, souvent, c'est un peu plus compliqué à mettre en place parce que ça nécessite de faire un effort, de changer un peu les organisations, de changer les habitudes, mais c'est un effort qui est payant. Le but, en fait, c'est au lieu d'attendre que le client va vous appeler et avoir du stress du client parce qu'il n'a pas eu l'info, parce il veut résoudre un problème rapidement, et ben en fait, on fait l'inverse, on prend l'initiative, on appelle le client ou on lui envoie un message de manière proactive et on anticipe sa demande et on fait son suivi dans le temps, ce qui permet de faire en sorte que le client soit rassuré. Et ça, cet aspect rassurer le client est vraiment important. On l'a vu tout à l'heure dans l'aspect qu'est-ce qui fait un effet waouh. Donc les différents leviers pour intégrer la proactivité, soit vous le mettez dans l'offre, donc les process et les outils, par exemple comment je vais faire pour gérer des abandons de poignets, la non-utilisation, des incidents, gérer des pics d'appel, des personnes qui n'utilisent pas depuis un petit moment, on fait des process
qui vont lancer des messages, lancer des campagnes, lancer des actions pour les conseillers, soit alors on va travailler plutôt sur la spontanéité de la culture client et là, eh ben, on va dire: «Tiens, il y a peut-être un choix incohérent qui a été fait par la personne dans son choix». Soit on propose des choses un peu différentes, bah, comme l'exemple de la maïf tout à l'heure avec, l'agriculteur. Donc soit on essaye de trouver des erreurs, enfin voilà, c'est cette intelligence relationnelle, cette intelligence humaine qui fait la différence. Alors, je vous donnerai un exemple à chaque fois, hein. J'essaye de vous donner à chaque fois la checklist et un exemple, et avec des ressources. Donc les campagnes proactives, qui peuvent être envoyées, ben, en amont des pics d'activité. Là, c'est dans le cas du mutuel, pour les enfants. Ben, on sait très bien que, si vous avez des enfants en septembre, il faut le dossier avec l'attestation, scolaire, qu'il faut toutes les informations et donc forcément, ils ont un pic d'appel qui est énorme. Avant la mise en place d'une solution de centre de contact éloquent, bah, forcément, ils n'arrivaient pas à gérer tout ce pic d'activité avec les messages d'attente et cetera. Là, maintenant, ils vont même aller dans la proactivité avec l'envoi d'un SMS et des emails qui permettent d'aller récupérer sa carte de tiers payant. Et là, pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai reçu sur mon téléphone un petit SMS qui me disait: «Hey, la carte de tiers payant de fin d'année est disponible». Donc je l'ai téléchargée et maintenant elle est dans mon portefeuille. Donc ça évite après d'avoir le stress de dire: «Oh là là, où elle est? J'en ai besoin pour aller chez le médecin» et cetera. Donc voilà, on cherche comme ça à lisser la charge de travail et à faire en sorte que la personne n'appelle pas. Le meilleur appel au service client, c'est celui qui est évité et vraiment ça permet aussi d'éduquer les personnes et les faire en sorte qu'ils aillent de plus en plus vers le self-care. Alors, je vous ai mis ici un webinaire qu'on avait mis en place sur la proactivité dans la relation client. Alors, je vais vous citer 3 exemples que j'aime bien, vous pourrez consulter les 3 autres après. Le premier en fait, c'est Geodis, qui a vraiment travaillé sur la proactivité dans sa relation client, en particulier sur la partie réception. Puisqu'en fait, bon, il y a bien sûr une application mobile qui permet de voir où le chauffeur est et ainsi de dire: «Ah, il arrive dans quelques minutes, il est à tel chemin» et donc ne pas se dire: «Mais qu'est-ce qu'il fait? Quand est-ce qu'il arrive?» et cetera et cetera et en plus, ça c'est ce côté humain, c'est que le chauffeur va appeler la personne pour prévenir, je crois que c'est une demi heure en avance: «Est-ce que vous êtes bien chez vous? Est-ce que vous arrivez?» et cetera et cetera et là, on est vraiment dans l'attention et on va essayer de fluidifier le parcours client. L'autre point, en fait, c'est un point qui est intéressant, c'est le groupe Atlantique, qui cherche aussi à aider ses clients et ses distributeurs. Par exemple, en fait, ils ont mis en place toute une série de vidéos tutos qui vont aider, les distributeurs à, réparer des chauffe-eau. Parce que tout simplement, ils se rendent compte qu'il y a une gamme de plus en plus importante de chauffe-eau et surtout, en fait, les nouvelles générations de réparateurs, bah, ils sont habitués au digital et plutôt que d'aller voir des manuels ou d'aller chercher, sur, des données ou dans leur, expertise, en fait, ils préfèrent aller voir un tuto, voir comment ça marche et trouver la solution et c'est vrai que c'est ce que je fais moi aussi. Quand j'ai un problème, généralement, j'essaie de trouver un tuto YouTube et j'essaye de trouver la solution. Donc là, je trouve que ce système-là s'adresse très bien aux nouvelles générations et si il y a des collaborateurs, des techniciens qui sont également, de nouvelles générations. Le dernier point, c'est prévoir en fait qu'ils mettaient en place des campagnes d'appel proactifs sur les, distributeurs qui n'avaient pas avec qui ils n'avaient pas eu d'interaction ou d'anticiper, par exemple, les personnes qui partaient à la retraite pour prendre contact avec eux, pour leur dire: «Hey, la retraite, ça arrive dans quelques années, commencez à la préparer dès maintenant». Parce qu'ils se rendaient compte que s'ils attendaient, en fait, c'était les banques qui prenaient le relais et donc ils perdaient ce chiffre d'affaires qui était placé chez eux. Troisième élément de la checklist relation client, c'est l'intégration de l'intelligence humaine et artificielle, donc les 2. Donc là, je vous ai mis un programme que je trouve vraiment intéressant, c'est le programme, d'Adecco. Donc il y a Mohamed, qui m'a, de fait le plaisir de co-animer avec moi un atelier dédié à, cet usage de, l'IA pour améliorer la relation client et c'est vrai que c'était le message de notre CX Summit, plus d'IA pour plus d'humains et c'est exactement ce qu'ils ont mis en place chez Adecco. Je vous invite vraiment à regarder, cette vidéo si vous voulez, intégrer l'intelligence artificielle vraiment, de manière, vraiment profonde dans votre relation client. Puisqu'en fait, Mohamed a vraiment expliqué quel était le programme chez Adecco et Adecco est une des sociétés qui a la plus grande adoption de l'intelligence artificielle dans les process, en France et dans le monde. Donc c'est vraiment un exemple à suivre. Donc ils ont mis d'abord une base niveau 1, acculturer les équipes à l'intelligence artificielle. Parce que, bah, si on veut vraiment que ça soit utilisé au quotidien, il faut que les gens sachent comment ça marche, les limites, les exemples et en fait, à chaque fois, il me disait: «Quand on fait des ateliers, moi j'essaye de leur expliquer des choses et après on passe sur des cas pratiques de leur usage». Si on fait une formation puis après on repart sur les habitudes traditionnelles, ça ne marche pas. Il faut vraiment travailler là-dessus et donc il y a, meilleure connaissance, usage de l'IA générative. Niveau 2, bah, en fait, c'est l'adoption. Chaque collaborateur, top management ou petit, bah, collaborateur de base qui fait des entretiens, qui gère dans une agence et ben, tous doivent utiliser l'IA générative et donc il y a vraiment cet aspect, leur donner les bons outils et après le niveau 3, bah, c'est
transformer la relation client, transformer l'activité et ils ont en fait un lab, IA avec, un travail sur, comment en fait, faire évoluer le métier de demain et c'est vraiment intéressant. Donc là, je vous inviterais vraiment à regarder cet atelier qui était vraiment passionnant, qui durait à peine une demi-heure, mais qui était vraiment allé dans l'essentiel. Donc une fois que vous avez fait ça, bah, vous pouvez analyser les interactions justement qu'il va falloir garder. Donc les interactions qu'il va falloir garder dans les interactions, à valeur ajoutée, les réclamations, les situations sensibles, les procédures, hors classique. Donc au contraire, des choses qui peuvent être automatisables avec un bot, le chatbot, callbot, tout ce qui est faible à valeur ajoutée et les interactions polluantes, bah, qu'on ne veut plus avoir parce que ça ne s'adresse pas à nous et au contraire, avec le temps libéré, on va pouvoir consacrer plus de temps à l'humain et c'est exactement ce qui se passe chez Adecco puisqu'en fait, ils ont mis en place plein d'outils. Alors je vous en présenterai 3 après, mais par exemple, ils ont mis 3 outils, métiers en place qui permettent de passer, de réaliser plus facilement des comptes rendus d'entretien et donc de laisser plus de temps à la personne d'échanger avec le candidat qui est en face. Un moteur qui permet en fait d'aller rechercher automatiquement des offres qui correspondent à une personne sans devoir le dire: «Je vais mettre votre CV» et ensuite je vais chercher les offres. Donc vraiment, ils ont travaillé sur cet aspect relationnel, mais ils ont également travaillé ici sur des choses que vous pouvez mettre dans votre entreprise, avec des déloquants, hein, éventuellement. Donc sur 3 usages sur 7 qui étaient vraiment sur la relation client au sens large et qu'on peut utiliser partout. Le premier en fait, c'était Aloha. C'est leur chatbot, d'assistance aux réclamations. On utilise l'IA pour faire de l'assistance personnalisée sur la base de connaissances et cetera et cetera. Ils donnent des conseils RH. Donc ça permet aux candidats de chercher plus facilement des informations, de soulager un petit peu les équipes et ça on voit bien que ça a amélioré la satisfaction, le NPS en l'occurrence, des candidats et intérimaires. Donc là, nombre d'utilisateurs depuis, on va dire, le 1er décembre, ils sont déjà à 5 000 utilisateurs. Nombre moyen de conversation, 7 000 depuis alors on s'était vu, je ne sais plus à quelle date exactement, mais voilà, c'est des chiffres qui sont énormes et c'est vrai que Mohamed me disait que on ne pourrait plus revenir en arrière. L'autre point également, c'est la partie réclamation. Là, en fait, c'est un chatbot qui est véritablement intégré au système d'information et qui permet d'aller rechercher des informations, en particulier sur des notions de est-ce que mon solde de tout compte comprend, est-ce que je vais avoir la prime de 10% à la fin ou est-ce que je vais pas l'avoir? Est-ce que c'est en fonction du contrat? Est-ce que c'est pas en fonction du contrat, et cetera. Et là, on est sur des réponses qui sont quand même intermédiaires. C'est pas de la réponse FAQ simple. On est vraiment sur la réponse à valeur ajoutée et ça a vraiment soulagé les équipes parce que ça a traité quasiment 2000 demandes qui sont quand même un petit peu complexes, qui étaient d'abord prises en agence, ensuite remontées au niveau central. Donc c'était beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour des questions qui maintenant peuvent être résolues directement depuis un chatbot qui est disponible dans l'application Adecco, parce que beaucoup de gens utilisent l'application mobile Adecco, ou sur le site web. Le dernier point, et ça aussi c'est quelque chose qu'on ne rencontre pas dans toutes les entreprises, ils ont mis en place un GPT assistant avec plein de prompts pour des différents usages métiers, avec une IA sécurisée qui est vraiment privative pour tous les collaborateurs d'Adecco. Donc c'est vraiment intéressant, 6 000 utilisateurs uniques par mois, 93% de taux de satisfaction. Donc tout ça en fait, c'est lié à ce fameux programme qu'on a vu au départ d'acculturation. S'il n'y a pas ces bases-là, et ben en fait, on n'aura pas une adoption et un usage aussi important. Donc l'IA générative, si on revient un peu plus sur la relation client de manière classique, bah, on peut également l'utiliser pour les callbots, parce que les callbots IA génératifs sont beaucoup plus rapides à déployer. On n'a plus cette phase d'apprentissage, de lui apprendre les mots, de reconnaissance, etc., etc. On peut lui donner un scope beaucoup plus large, puisqu'en fait, au contraire de l'IA classique où il fallait lui dire question-réponse, tiens, je paramètre tout, là, on lui donne des informations, il est capable d'y répondre. C'est moins cher aussi à mettre en place, beaucoup plus rapide, moins robotisé, un dialogue qui est beaucoup plus fluide. On peut également gérer les appels sortants et entrants. Par exemple, dans le cas d'ADECO médical, ils peuvent appeler comme ça une journée des intérimaires en disant tiens, voilà, est-ce que vous êtes disponible le mois prochain? Est-ce que vous travaillez la nuit? Est-ce que vous avez tel certificat? Donc le bot est capable de faire ça. Alors en amont, il y a un SMS qui est envoyé pour leur dire attention, vous êtes appelé par un bot, mais voilà, donc c'est des choses qui sont intéressantes, donc plus de pertinence aussi. Donc, je vous donne un exemple, donc la CIPAF, qui est un de nos clients, qui a mis en place un callbot pour gérer les demandes en dehors des heures, ouvrées. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a toujours cet aspect humain, cet aspect relationnel, mais en dehors des heures ouvrées, il y a des gens qui ont besoin de questions, qui ont besoin de réponses surtout, et donc en fait là, on voit bien que c'est des volumes comme ça petit moment que c'est sorti, 3 400 appels en dehors des heures d'ouverture. Je dois être peut-être à 25-50 appels par jour, mais au moins ça permet de répondre à ces personnes-là et de soulager, les équipes.
25 à 50 appels par jour, on va dire que c'est au moins une personne qui est économisée grâce à ça. Donc en fait, on va soulager un agent, du service client. Donc 24/7, hein, vous pouvez même le tester si vous le souhaitez puisque le callbot est, testable en dehors des heures d'ouverture en appelant, le numéro que vous voyez ici. Si le sujet des callbots vous intéresse, je vous ai mis ici un très beau webinaire qu'on a réalisé avec un de nos partenaires Volubile. Donc ça dure 1 heure et on vous explique en fait comment mettre en place un callbot en IA générative et quelles sont les différences. Alors, on parle beaucoup de callbot, mais il faut aussi aider les collaborateurs à être plus efficaces. Et là, en fait, tout simplement, on a, la notion d'agent augmenté, qui va permettre, en fait, de faire des suggestions de réponses, de pouvoir faire des résumés d'appels. Et là, en fait, on va gagner du temps parce que au lieu de devoir taper des abréviations qui sont à peine lisibles, là, en fait, on va directement pouvoir avoir un résumé. Alors, ce qu'on constate, c'est que généralement, au départ, les collaborateurs modifient un petit peu, mais avec un petit peu de travail, un petit peu de travail sur le prompt, généralement, on arrive à 92 90-92 des agents qui ne modifient plus, le résumé et qui va permettre, en fait, au contraire, d'aller rechercher des informations, avoir une richesse dans la relation client qu'on va pouvoir mieux exploiter. Alors, si vous êtes intéressé par la mise en place de l'IA au sens large, callbot, chatbot, quality monitoring, analyse de sémantique, et cetera, je vous invite aussi à regarder ce webinaire qu'on a, réalisé avec Consorente, qui est un de nos clients qui est dans le support technique informatique pour des entreprises dans le secteur bancaire, dans le secteur mutuel et qui, ont intégré pleinement l'IA dans leur centre de contact parce qu'il y a des demandes qui nécessitent vraiment un technicien précis avec des informations et par contre, on peut parfois avoir un niveau simple de réponse, par exemple, dépanner des imprimantes, faire une demande, faire un préenregistrement d'un ticket. Donc c'est assez intéressant d'avoir les 2. Voilà. Alors quatrième point, la gestion des émotions. Donc là aussi, on l'a vu que c'était important, faire que le moment d'appel ou l'interaction avec un conseiller soit un moment d'émotion positive. Donc pourquoi pas viser l'effet waouh? Alors donc, pour cela en fait, on va dire que, il y a des chiffres qui sont assez éloquents sur le sujet. Donc les émotions du client, le comprendre, c'est un vrai facteur de différenciation. Là j'ai mis un premier chiffre, hein, 95 des décisions d'achat sont prises de manière inconsciente et émotionnelle. Est-ce que la personne m'a bien parlé? Est-ce que j'ai un bon feeling? Est-ce que j'ai un bon ressenti? Ça, c'est vraiment important. La qualité de la relation client qui influence l'image de l'entreprise. Si j'appelle au téléphone et j'ai pas ma réponse, à ce moment-là, je suis très mécontent et ça va mal se passer. La qualité de la relation client, moi je l'ai vu, hein, je l'ai vécu sur avec certaines marques. Alors je vous en parlerai peut-être dans un prochain webinaire du sludge. Le sludge, qu'est-ce que c'est? Le sludge, en fait, c'est empêcher les gens de pouvoir répondre, de faire le maximum pour empêcher d'avoir une réponse. Alors, je vous donnerai un exemple dans un prochain webinaire d'une entreprise qui est dans le domaine du voyage, pour lequel on peut souscrire une offre. Et c'est vrai que si après vous appelez au téléphone, tout est fait pour que vous ne puissiez pas avoir une personne ou que ce soit le chemin, le croix et la bannière. Donc ça, c'est le sludge. Ça commence à arriver dans certaines entreprises qui essayent donc de cacher le numéro de téléphone ou de faire en sorte que les process soient compliqués. Le sludge, c'est l'inverse du nudge. Le nudge, en fait, donner un petit coup de pouce pour inciter les personnes à faire quelque chose, donc de l'influence. Et le sludge, c'est essayer justement de les influencer de manière négative pour qu'ils n'arrivent pas à le faire. Après, la qualité de la relation client aussi influence l'achat ou le réachat. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, le sludge. N'hésitez pas à me le mettre dans le chat, hein. On le voit parfois dans des entreprises qui sont en difficulté ou qui essaient justement de conserver leurs clients à tout prix, même s'ils sont mécontents et ils souhaitent partir. Alors, pourquoi la différenciation est vraiment importante et pourquoi il faut travailler sur cette émotion? Tout simplement parce que dans les secteurs qui sont, relativement, comment dire? Classiques, les produits sont tous un petit peu pareils. Par exemple, dans le secteur mutuel, dans le secteur assurance, les produits sont très normés, donc c'est difficile d'avoir des produits qui sont très différents des uns des autres et à ce moment-là, en fait, l'image, la relation client, tout ça, en fait, la recommandation et l'expérience client permettent vraiment de faire la différence au-delà du simple prix parce que les prix sont généralement relativement proches. Donc là, en fait, l'objectif, c'est d'aller travailler sur cette partie expérience client. Alors pour cela, en fait, je vous fais une petite illustration parce qu'on a travaillé, plusieurs fois avec Marc-André Manon, qui est chercheur en, neurosciences et qui a écrit le livre «300 000 ans d'expérience client» et donc en fait, il nous explique bien que les émotions sont encore au cœur de nos prises de décision. Il y a, 300 000 ans, grosso modo, notre cerveau a été formé tel qu'il est maintenant, il a très peu évolué depuis et pourtant, en fait, c'est toujours la base. On a toujours notre cerveau, notre émotion
quand on est sous pression, lorsqu'on est énervé, et cetera, bah, c'est le cerveau émotionnel qui va prendre des décisions et après notre cerveau rationnel, lui, il vient derrière pour rationaliser, les choses. Donc il faut vraiment faire attention à ça, surtout que, cet outil-là, en fait, il était conçu dans un environnement qui était assez stable. Là, maintenant, tout simplement, bah, on a, l'IA, la mobilité, la mondialisation, l'accélération, là, actuellement, on touche du doigt un petit peu un certain ralentissement économique. Donc tout cela, en fait, vient ajouter de la complexité à notre environnement alors que notre cerveau est fait pour, faire des choses assez simples. Donc il faut lui faciliter le travail un maximum. Et là, en fait, justement, Marc, nous a fait, nous a donné quelques exemples. Donc bah, il nous a montré, en fait, d'exemples. Il a travaillé avec, MMA et donc entre un site web ancienne version qui était pensé sur les produits de l'entreprise avec les process à respecter et cetera et un site web qui était optimisé avec le design comportemental, en pensant client, en se mettant à la place du client, bah, on arrivait quasiment à 40 à 30 ouais 40 de ventes en plus. Alors si on se met dans la démarche relation client, parce que le site web, c'est peut-être pas votre domaine d'activité prioritaire, ce qui est important, c'est de se dire aussi, ça peut toucher, la partie, relationnelle et échange avec les personnes. Le but, c'est qu'en fait, on fluidifie les parcours clients. Mark Van Raymond disait bien que, bah, chaque parcours client est divisé en micro-pensées. Lorsque je vais acheter quelque chose, d'abord, est-ce que c'est la bonne taille? Est-ce que c'est la bonne couleur? Est-ce que ça va m'aller? Est-ce que je peux faire un retour? Et cetera, et cetera. Donc dans chaque parcours client, il y a une multitude de micro-pensées qui font avancer la personne et qui peuvent être génératrices soit en fait de positif, je renforce ma confiance et je veux passer à l'action, soit de défiance, à ce moment-là, j'ai un doute et je me dis: «Ah non, c'est peut-être pas ça» ou soit je reste neutre. Donc le but, en fait, c'est d'aller fluidifier ces expériences négatives et positives, pour essayer de convaincre la personne et en particulier dans un univers où les choses sont un petit peu pareilles, où la personne va aller comparer différents fournisseurs parce que c'est ce qui arrive de plus en plus. Les fournisseurs arrivent très tard dans la boucle, d'achat, quand la personne a déjà étudié, elle a vérifié, elle a demandé sur internet, elle a demandé ChatGPT éventuellement et cetera et cetera. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va plus falloir manquer cette relation client et il va falloir être efficace. Et là, il a donné l'exemple, d'une entreprise dans le domaine des pompes à chaleur dans lequel il a travaillé et il disait voilà, il y a 2 moments de vérité, il y a, qui est entre autres, hein, la 1re c'est expliquer qu'est-ce que c'est une ch pompe à chaleur et la deuxième chose, pourquoi en fait les gens, ils doivent venir chez vous faire le dimensionnement de la mesurer toutes les pièces pour vérifier le dimensionnement de la pompe. Et ça, c'est des choses où les gens disaient: «Mais pourquoi vous voulez venir chez moi? Je vous donne les plans et ça suffit, avec les plans, vous vous débrouiller». Sauf qu'en fait, c'est pas si simple que ça. Il y a des dimensionnements, il y a des meubles, il y a des ceci, des cela. Et que la pompe à chaleur, si tout le monde sait à peu près comment ça fonctionne, on sait que c'est un truc, ça aspire de l'air, ça fait de l'air chaud. Voilà, qu'est-ce que c'est exactement? On a toujours un petit doute et quelque part, ça ne fluidifie pas la relation client. Donc Marc a dit: «Mais c'est très simple». Il a travaillé avec les équipes en leur disant: «Mais comment on peut l'expliquer de manière plus simple et faire en sorte que cette micro-pensée soit tout de suite beaucoup plus fluide?» Et il a travaillé avec les équipes, il nous a dit: «Mais comment tu peux réexpliquer le principe de la pompe à chaleur? Comment tu expliques simplement? Comment tu expliquerais que si c'était un enfant de 7 ans?» Et il disait: «Mais» le commercial au final disait: «Mais c'est extrêmement simple. En fait, alors, place-toi en hiver, quand tu prends de l'air froid dehors, tu recraches de l'air chaud, tu vois, ça fait de la fumée. Et ben la pompe à chaleur, c'est la même chose. Tu vois, ça prend de l'air froid et ça recrache de l'air chaud. Et c'est ça le principe. Et là, je me dis, ah ouais, maintenant, ça y est, j'ai tout compris. Pareil pour le dimensionnement, pourquoi je dois aller chez vous pour aller mesurer la taille de chaque pièce? Bah, tout simplement parce que c'est comme une paire de chaussures. Si bah, la paire de chaussures est trop grande, vous allez flotter dedans, ça va vous faire mal. Si elle est trop petite, vous allez être serré, vous ne pouvez pas la mettre. Et ben pour la pompe à chaleur, c'est la même chose. Je dois venir chez vous pour mesurer tous les éléments parce que si cette pompe à chaleur, elle est pas bien dimensionnée, ben, vous allez avoir froid et si elle est surdimensionnée, vous allez consommer plus d'énergie. Là, les gens disent: «Ah ouais, c'est vrai, j'ai tout compris». Donc on crée de la confiance, on a vu tout à l'heure, hein, cette partie confiance et reconnaissance. Et les résultats concrets, Marc nous l'a indiqué, 13 de ventes en plus avec ça. Donc si vous voulez en savoir plus, on a animé 2 conférences avec Marc Van Reemenen, que vous pourrez regarder et si vous êtes dans le domaine secteur mutuelle assurance, on vous invite à participer à une matinale qui se déroulera le 28, janvier prochain à Paris, donc une matinale présentielle physique où Marc Van Reemenen interviendra pour justement nous reparler de, la relation client, dans le domaine, secteur mutuelle assurance et avec l'usage des neurosciences. Donc, si vous êtes disponible, n'hésitez pas, je vous donnerai tout à l'heure les URL, ça peut être super intéressant. Donc, si on veut aussi utiliser l'intelligence artificielle au-delà, des neurosciences, et ben, tout simplement, le Quality Monitoring IA permet d'aller viser l'effet waouh et l'excellence
c'est? Ça veut dire tout simplement qu'on va aller chercher le 5 étoiles, voire le 6 étoiles sur 5 si c'est possible. Par exemple, on va identifier dans les paroles, ce que fait la personne, mais ce qui permettrait de déclencher une perception beaucoup plus forte. Par exemple, l'exemple typique, c'est: j'ai une personne au téléphone, elle me dit: «Tiens, bah, j'ai une nouvelle voiture, je ne me suis pas encore assuré, j'ai un bris de glace» et cetera. Ben, la personne, au téléphone dira: «Ben, oui, ah, vous êtes pas assuré, mais attendez, on va le faire tout de suite, comme ça on va faire le contrat et vous allez, pouvoir le déclarer immédiatement». «Non, je vais le faire immédiatement. Normalement, c'est, voilà, c'est comme ça, je vais vous le faire tout de suite». La personne dit: «Ah ouais, merci, c'est super gentil, vous êtes efficace, bravo». Si on veut maintenant aller chercher l'effet waouh et l'excellence relationnelle, là, en fait, on va essayer de faire en sorte que la personne comprenne bien le geste qu'on a fait et que ça soit véritablement valorisé et qu'elle se dise: «Waouh, il a fait quelque chose d'exceptionnel». Cette fameuse reconnaissance qu'on a vue tout à l'heure, dans l'étude. Et ben, en fait, à ce moment-là, il faut vraiment lui matérialiser cela en disant: «Normalement, c'est pas dans votre contrat. Cependant, parce que vous êtes un client fidèle, parce que ceci, parce que cela, et ben, je vais vous le faire immédiatement et sans surcoût». Là, en fait, on valorise véritablement le coup, enfin le coup, le geste. Et ça, on ne peut le faire très facilement, sauf en écoutant justement ces interactions, en ayant dans le détail, parce que si on écoute 5, 6 interactions par mois avec un collaborateur, c'est compliqué. Tandis qu'avec l'intelligence artificielle, on peut aller chercher ces petits moments-là où en fait, il y aura un mot qui aura changé, il y aura un petit geste qui aura été oublié et on va pouvoir comme ça travailler sur cette excellence, relationnelle. Alors on est à la 5e, on va déborder un tout petit peu. N'hésitez pas à me poser des questions dans le chat, hein, si vous voulez, je y répondrai avec grand plaisir. Donc réhumaniser la relation client au bon moment, ça c'est le 5. Et c'est vrai qu'on a eu un beau cas d'exemple avec, Soliazar, qui est un de nos clients dans le domaine, assurance. On a remporté il y a à peu près une semaine de ça le Cador, Cador bronze de la relation client banque assurance pour en fait justement cette partie gestion des émotions, positives et également des incivilités. Donc nous, ce programme-là qui a été mis en place chez Soliazar, il est on le voit bien, qui commence à être déployé de plus en plus d'entreprises. Je vous l'ai détaillé ici, avec les grandes lignes. La première étape pour vraiment pouvoir, être en phase avec les émotions des clients et mieux les gérer, c'est écouter les émotions des clients et les partager dans toute l'entreprise. Donc c'est les enquêtes de satisfaction qui viendront tout simplement permettre de récupérer le feedback client, de pouvoir le traiter et le diffuser dans l'entreprise. Ça, c'est ce qu'on a mis en place chez Soliazar. Ensuite, bien sûr, c'est d'aller montrer et prouver aux collaborateurs leur utilité et donc la diffusion des verbatims qui sont diffusés aux collaborateurs pour montrer qu'ils ont fait un bon travail, mais également, on le verra après, pour aussi les féliciter. C'est-à-dire qu'on a la possibilité avec le module Bravo d'avoir l'enquête de satisfaction qui remercie l'entreprise, mais en plus, on peut demander à la personne si elle veut remercier la personne qui a répondu. Et là, on est vraiment dans un travail de reconnaissance du travail et du travail qui a été fait par la personne. Après, on peut utiliser les fameux verbatims détectés par Eloquent pour les diffuser au CODIR, c'est ce que fait Soliazar. Donc là, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est aussi pouvoir, si on veut gérer les émotions des clients, c'est comprendre ses propres émotions. Donc ses propres émotions pour savoir, bah, si moi je suis pas en forme, ne pas le prendre pour moi, écouter avant de parler, et cetera. Et puis ensuite poser un cadre relationnel, c'est-à-dire quand je vais parler avec une personne, je lui dis bonjour, je lui laisse la parole, j'essaye aussi de travailler mon assertivité, et cetera, et cetera. Et après, bien sûr, travailler sur la partie quality monitoring avec nos outils. On propose dans le centre de contact le quality monitoring qui permet de débriefer, faire du coaching bienveillant et bah, de pouvoir former les équipes. Ce qui est intéressant chez Soliazar, c'est qu'ils ont également mis en place un chatbot ils ont un chatbot qui permet en fait d'entraîner les équipes à mieux gérer des conversations. Donc c'est vraiment cet aspect gérer des équipes à être plus efficace et de s'entraîner. Parce que on voit bien que pour transformer un geste en réflexe, il faut le pratiquer de manière régulière. Le dernier point, mis en je trouve vraiment excellent, c'est la création de fiches émotions. C'est-à-dire qu'à des moments clés du parcours client, et ben, en fait, on doit être en phase et en résonance avec les émotions du client. Et par exemple, ils ont mis, 45 fiches émotions, qui permettent en fait aux équipes de savoir ce qu'ils doivent faire ou dire lorsqu'ils sont en interaction avec les clients. Par exemple, lors d'achat d'une nouvelle moto, le conseiller, doit bien sûr, gérer la partie assurance du véhicule, mais également, cette partie: «Ah, qu'est-ce que c'est comme moto? Quelle couleur? Pourquoi vous l'avez pris? Qu'est-ce que vous allez faire avec?» et cetera, qui permettent d'être en résonance avec le client, d'être en empathie avec lui et de faire en sorte que, ben, il va se sentir vraiment, voilà, écouté et fier d'avoir, fait appel à la bonne personne.
Je l'ai indiqué tout à l'heure, on commence à voir émerger, les incivilités. Là, encore une fois, il y a quelques programmes, on a eu le plaisir de faire plusieurs webinaires avec Groupe France Mutuelle, avec, Groupama, avec, Soli Hazard, avec Lamarque, avec, Guillaume Antonietti du COS, COS System et en fait, on voit bien qu'il y a une augmentation des incivilités puisque, il y a une une immédiateté qui demande d'avoir tout de suite des réponses, de tout de suite, moins de retenue, tout ça qui fait que c'est plus compliqué maintenant des personnes sont beaucoup moins, sympathiques au téléphone. Donc là, on a ces fameux 3 webinaires que je vous inviterai à regarder si vous le souhaitez, qui vous expliqueront en fait comment mieux gérer les émotions et les incivilités. Donc comment gérer une incivilité? Je vous fais un petit résumé, hein. C'est cette frustration, colère et qui arrive après l'agression verbale. Donc si on n'est pas capable de gérer cette partie-là, on arrive sur l'émotion. Si on n'est pas capable de gérer cette émotion de colère et la prendre en compte, à ce moment-là, là, on arrive sur cette partie incivilité. Donc, lors du webinaire qu'on a, co-animé avec, Salima Belgui et Astrid Delièvre de Corian qui est un de nos clients pour la partie centre de contact et en fait, elles ont, présenté les 5 leviers pour justement désamorcer ces incivilités. Première étape, former et sensibiliser les équipes, hein. Structurer cette partie, gestion des incivilités en interne pour aider les clients. Protéger les collaborateurs en leur disant comment faire, comment le management peut mettre en place, mettre fin à la conversation, soutenir, jusqu'à mettre en place des sanctions, mettre en place des procédures, judiciaires et cetera et reconnaître les incivilités qui est vraiment important. Qualifier qu'est-ce qu'une incivilité? Si on ne dit pas qu'est-ce qu'une incivilité, ce qui n'en est pas une, à ce moment-là, en fait, on peut laisser la porte ouverte partout et les collaborateurs deviennent des véritables punching balls. Donc je vous invite à regarder, ce webinaire, ici là sur, lors du CX Summit avec Astrid Lelièvre de Corian et enfin Clariane, le groupe Clariane et Salima Belki qui est vraiment passionnant et qui explique en fait de manière concrète comment faire. Il y a le feedback, il y a les analyses et cetera. Alors on est au 6e, là j'ai un peu débordé. L'excellence opérationnelle, donc l'excellence opérationnelle, ça passe par plusieurs choses. Là, je vous ai fait des petites sélections. Donc bien sûr les process, hein, travailler de manière plus efficace, mais c'est également donner du sens. Et là, j'ai bien aimé en fait le webinaire qu'on a fait avec, Benoît Méronin, qui est chercheur en relations clients et professeur à Grenoble École de Management, qui nous a dit: voilà, si on veut vraiment donner du sens et diffuser une culture client, il faut que les personnes soient réceptives. Or, le problème, c'est qu'en fait, si on fait une formation un petit peu théorique, ça a du mal à passer, en particulier sur les jeunes générations qui demandent un peu de concret, qui sont plus compliqués à manager. Donc Benoît, ce qu'il préconise, c'est tout simplement en fait de donner du sens et des métaphores. Et lui, il aime bien utiliser des séries télé. Et c'est vrai nous a présenté 2 séries télé, Six Feet Under et Mad Men, mais il nous dit ça marche aussi pour Game of Thrones ou d'autres séries. C'est prendre des moments de ces séries télé et qui sont liés à la relation client, sur l'écoute, sur la compréhension, etc., etc. Et cetera. Et avec ces différentes séquences, tout simplement, pouvoir faire passer des messages, faire en sorte que les gens discutent entre eux. Et comme les séries télé sont devenues assez universelles, c'est un excellent moyen de faire passer des messages sur la transformation digitale, sur la transformation relation client, etc. L'autre point aussi, là c'est un webinaire, qu'on a animé avec la MNT et le CPRC, donc le syndicat des professionnels, de la relation client Rhône-Alpes et la MNT qui est la Mutuelle nationale territoriale et c'est vrai qu'il y a une superviseuse et une conseillère qui sont venues et qui ont parlé de leur métier et qui ont, parlé en fait d'exemplarité du manager et comment, un manager peut devenir un leader et non pas un simple manager pour impulser l'engagement des équipes et faire en sorte que on va vraiment travailler sur, l'engagement et la culture client. Donc un webinaire vraiment intéressant. En particulier, ils ont fait un petit focus lors de leur intervention sur plusieurs points. Le premier qui était en fait comment on va pouvoir diffuser la voix du client. Donc avec les solutions d'enquête de satisfaction éloquent, ils ont mis en place un mur des verbatim, ils ont mis en place des comités transverses, des petits déjeuners, et ils ont également mis en place la fresque du client. Vous voyez, c'est ce petit jeu qu'on voit tout à gauche, qui permet en fait de sensibiliser toutes les équipes, en dehors même des équipes qui sont en face avec le client, sur comment la relation client est essentielle. Ils ont travaillé également sur la valorisation des collaborateurs. Je vous ai parlé tout à l'heure, ces fameux remerciements, les bravos, qui sont envoyés directement aux équipes, qui permet après de faire aussi même un petit coaching. Qui a eu le plus de bravos ce mois-ci? Il y a eu Laurent qui a eu 7 félicitations, Cécile qui en a eu 3, Marie qui en a eu 4. Donc vraiment un moyen de valoriser les équipes, au-delà des simples verbatims qui remontent aux clients. Et il y a même des bravos d'or qu'ils ont mis en place avec les équipes, enfin un classement des personnes qui ont eu les plus beaux bravos de l'année. Le dernier point, c'est cette partie relation client attentionnée que je vous invite vraiment à lire, qui est intéressante puisque lorsqu'ils ont une personne au téléphone, ils veulent faire en sorte que ce moment-là
marque les esprits, ce fameux effet waouh. Et cette relation client intentionnée, c'est quoi? C'est lorsqu'on a une personne au téléphone, on répond à la demande et à la fin, bah, si c'est possible, on va pouvoir proposer en fait un geste particulier. Par exemple, une personne est hospitalisée, ben, on lui dit, ben, vous rentrez de l'hôpital, c'est vrai que c'est pas facile. Si vous souhaitez, on a un service qui vous permet d'avoir de l'aide à domicile ou des choses comme ça. Donc on est vraiment sur cette attention qui va faire la différence lors des moments de vérité. Alors pour améliorer ici l'efficacité des équipes, nous au niveau des locaux, bah, bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est important d'aller coacher les équipes. Donc on a la partie quality monitoring avec l'enregistrement des appels, qui peut être possible et comme ça permet de former les équipes. Mais également, dans l'outil, on a l'employee effort score qui permet de mesurer l'effort qui a été fait par le collaborateur. Par exemple, il y a eu un problème de process, il y a un problème avec le client et cetera et ça permet d'alerter sur l'insatisfaction cachée, sur des process défectueux et cetera. Donc quelque chose qui est vraiment intéressant à mettre en place dans les entreprises. Numéro 7, la transformation des feedbacks en actions concrètes. Alors ça, en fait, on a un très beau webinaire qui est vraiment intéressant, qui était, animé par, la Massif, donc Sébastien Poisblanc et Mickaël, de, Citigo. Donc en fait, c'était intéressant parce que c'était un webinaire, un atelier où on avait d'un côté les méthodes des startups très orientées ROI, rentabilité, mesure et cetera et de l'autre côté la Massif qui était vraiment dans ce geste, voilà, je suis dans la culture client, je suis pas dans le transactionnel. Citigo est vraiment dans le transactionnel parce qu'en fait, ils te vendent en fait du transport courte durée, enfin du transport entre particuliers en fait, hein, entre chauffeurs et personnes. Donc en fait, c'est du transactionnel et on voit bien que si la personne elle est déçue, hop, elle va arrêter le service. Et donc en fait, un gros travail là-dessus. Et un contrat d'un massif qui est sur du temps long parce qu'en fait la personne ne va pas arrêter son contrat comme ça du jour au lendemain, surtout si elle n'a pas de sinistre. Donc on voit bien ces deux aspects-là qui sont vraiment complémentaires. Alors, la voix du client à la Massif, donc qui utilise la solution Eloquent pour tout ce qui est enquête de satisfaction et mesure des avis. Donc voilà, ils ont le baromètre de marque, les écoutes à chaud, post-contact, les enquêtes sur les parcours, le partage des avis, la gestion des réclamations et tout ce qui est travail sur les communautés, la co-construction. Donc là, c'est assez intéressant sur ce dispositif, donc je vous laisserai regarder. Et ça, c'est côté client. Et côté interne, bah, ils ont aussi des dispositifs client au cœur qui est en fait un hashtag qui permet en fait de collecter des irritants, faire des propositions d'amélioration dans les process, quasiment 600 propositions chaque année. Donc, et je crois qu'ils ont un délai d'engagement de réponse dans les 45 jours pour essayer d'améliorer les choses. Ils ont leur baromètre également. Et ce que j'aime bien, c'est cette initiative, les étoiles CX. Chaque année, en fait, il y a des étoiles, enfin des projets qui sont sélectionnés pour améliorer la relation client et il y a des récompenses qui sont en place avec des prix pour les personnes, des récompenses et bien sûr des plans d'action. Ça, c'était pour la partie donc récolte. Et après le passage à l'action, bah, ils nous disent, bah voilà, on récolte des choses, mais ce qui est important, c'est savoir les mettre en place. Et là, par exemple, il y a le robot tondeuse qui est devenu de plus en plus commun dans les foyers. Bah, là, ils se sont rendus compte avec ces remontées-là qu'il fallait l'inclure. Les boîtes à clés pour les gens qui font de la location courte durée, enfin, les panneaux solaires, les process, etc., etc. Donc, il y a vraiment comme ça beaucoup de choses qui sont assez intéressantes à mettre en place et vous verrez ce webinaire intéressant. L'autre point qui est mis en place, cette fois on est plutôt sur Citigo, c'est cet aspect plutôt productivité et c'est vrai que le but c'est de faire en sorte que malgré l'hausse du chiffre d'affaires, en fait le nombre d'appels, dans une startup en tout cas ne soit pas, proportionnel. Et c'est vrai que Michael nous a vraiment, expliqué comment il travaillait, au niveau de Citigo. Alors ce qui est intéressant c'est que, il a renommé en fait, les indicateurs, pour s'adresser à sa population de chargés de relations clients qui sont plus jeunes et c'est vrai que le FCR, First parlait pas beaucoup, pour eux, donc ils parlent plutôt de first ouch ou des choses comme ça. Donc ça, il renomme en fait les indicateurs pour en fait que ça soit quelque chose qui soit très parlant. En plus que ce soit lui, il est dans l'univers du basket, donc ça lui parle beaucoup cet aspect basket, sport, et cetera et ça parle aussi aux collaborateurs. Donc, là, en fait, ce qui se passe, c'est que dans son activité chez Citigo, bah, il vérifie bien que, par exemple, lorsque l'on met en place un geste commercial, est-ce que ça a un impact derrière? Par exemple, ils se sont rendus compte que, il y avait des fois des erreurs de double paiement parce que la personne payée en liquide avait déjà payé sur le site internet, elle était mécontente. Dans les 2 tiers des cas, en fait, bah, s'il leur donnait juste un bon d'achat de 5 €, bah, la personne, ne réutilisait plus le service. Par contre, s'il remboursait en entier, à ce moment-là, il y avait juste 1 tiers des gens qui, partaient. Donc ils gagnaient les 2 tiers des personnes. Donc en fait, il y a plein de travail là-dessus sur l'aspect pilotage, la mesure aussi de combien ça coûte en les problèmes sur le produit et comment on fait pour l'améliorer. Il y a un travail sur la personnalisation également qui est fait parce que chaque collaborateur a une signature email qui est différente. Par exemple, Boris qui travaille la nuit, c'est Boris, votre phare dans la nuit. Donc il y a vraiment cet aspect humour, cet aspect relation, proximité qui est vraiment intéressant que je vous invite à consulter dans le webinaire.
Alors bien sûr, nous, chez Eloquent, on vous propose de mettre en place de manière ça concrète, avec l'analyse des parcours clients pour quantifier, hiérarchiser en fait les problématiques, l'analyse en temps réel avec par exemple des efforts clients, des bad buzz, des risques juridiques, et en fait on dit ah attention, il y a une personne qui va se plaindre sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et bien sûr travailler sur les KPI pour aller améliorer les éléments clés. Alors il nous reste encore 2 points à mettre en place. Le renforcement de la fluidité des parcours clients, ça forcément, c'est un petit peu le cœur de métier chez Eloquent avec la mesure de la satisfaction client en différents points avec des capteurs en cas de satisfaction, SMS, email, sur le site internet, post-appel et cetera et cetera, et ça, c'est assez intéressant. Et là, il y a pas longtemps, j'ai animé une conférence avec, Malakoff Humanis, donc qui est dans le domaine des, assurances, assurantielles, et c'est vrai qu'eux, au lieu de travailler sur le CES, hein, Customer Effort Score, donc l'effort à mettre en place, ils ont travaillé sur le Net Easy Score, c'est-à-dire le critère de simplicité. Comment ça a été facile de faire cet acte, ce parcours client, etc. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que les jeunes générations étaient vraiment très orientées sur la simplicité. Donc, il vaut mieux tourner la question sur comment ça a été simple et après travailler sur les parcours qui n'ont pas été simples pour les améliorer. Et après, une fois qu'ils ont fait cette amélioration, on va travailler sur d'autres choses. Donc voilà, donc c'est vraiment assez intéressant et c'est vrai que notre partie analyse sémantique permet aussi de faire ce travail-là. Donc pilotage de la satisfaction aussi, qui peut se faire par équipe. Est-ce que certaines personnes sont plus orientées clients que d'autres? D'autres personnes sont plus techniques mais pas assez orientées clients. Donc comme ça, en fait, on peut comparer et voir, par exemple, un agent, on voit par exemple ici Marie, qui a une note de 4,5, donc une très bonne satisfaction, mais en fait qui résout un petit peu moins de problèmes. Donc en fait, là, elle résout moins de problèmes au premier contact, mais elle a une meilleure satisfaction. Peut-être qu'elle prend plus de temps, elle suit un dossier, etc. À l'inverse, il y a Alexandre qui a 10. Alexandre 10, lui, il est super efficace parce qu'à la fois, il a une résolution au premier contact qui est vraiment important et en même temps, il a une très bonne satisfaction. Donc là, en fait, on peut voir un peu ce qui se passe là avec la moyenne, etc., etc. Donc ça, c'est cet aspect monitoring assez intéressant. Donc on peut identifier après des points noirs, etc., etc. Donc, c'est également répondre aux clients au moment de vérité, hein, utiliser le bon canal, miser sur l'FCR, et cetera. Et pour cela, en fait, nous, ce qu'on préconise et ce qu'on met en place chez nos clients, c'est la base de connaissances. On a déjà mis en place, chez pas mal de clients, par exemple Haute-Paris, qui a mis en place une base de connaissances qui permet de, former les nouveaux collaborateurs, qui arrivent dans l'entreprise, qui ont déjà des informations. En particulier, si vous avez une multitude de bases de données, de sources d'informations, au lieu de travailler sur plein d'informations, ils ont juste un écran avec une réponse directe. Donc là, je vous mets ici, un exemple de base de connaissances que l'on peut enrichir et faire en sorte que tout le monde travaille ensemble de manière commune. Alors, on peut aussi innover, je vous ai montré tout à l'heure à l'écran, dans les bonnes pratiques qui étaient remontées chez les professionnels de la relation client dans le transport logistique, ben, il y avait bien la partie visio qui est vraiment un vrai levier waouh. On le voit bien ici, là vous avez un webinaire qu'on a co-animé avec Apizzi, notre partenaire, et Green Bureau, notre partenaire sur tout ce qui est partie messaging. Donc, on voit bien que la visio permet de réduire la friction, faire un effet waouh. Si la personne ne s'attend pas, qu'on dit attendez, je vais faire une expertise, attendez, je vais regarder un peu ce qui se passe, je vous envoie SMS et vous pouvez montrer avec votre téléphone. Là, on est sur un vrai effet waouh. WhatsApp, qui est également un canal qui est vraiment très intéressant sur les réseaux sociaux, sur l'immédiateté, et le RCS. Là, j'y reviendrai un peu plus. Le RCS, c'est le SMS 2.0 qui a vraiment une efficacité qui est beaucoup plus forte. Si vous êtes intéressé par la visio-assistance, ben, je vous ai mis ici 2 cas. La Fnac Darty, avec un cas intéressant puisqu'ils utilisent la visio pour faire du dépannage, la visio pour faire de l'expertise, et donc à la fois avec un objectif ROI, mais également RSE avec la partie de visite des techniciens qui sont invités. Un autre exemple, vous avez un témoignage ici de Xavier Ritling de Rexo, qui utilise la visio pour faire de l'expertise à distance. Alors, je vous en ai parlé il y a 2 secondes, le RCS, c'est un canal qu'on utilise même ici en interne, hein, au niveau marketing. Là, on a organisé une matinale Mutuelle Assurance en juin dernier, donc la prochaine, ça sera en janvier. Et on a également envoyé un message pour notre CX Summit, qui est notre gros événement annuel. Et c'est vrai que le SMS et le mobile est vraiment intéressant, mais on voit bien que c'est un petit peu, c'est pas très riche. On a moins d'interactivité, c'est assez peu réactif. Nous, on utilise le RCS pour envoyer des messages, et c'est vrai que ça fait à peu près 3 fois plus de réactivité par rapport à un SMS classique, parce qu'on peut mettre des images, parce qu'on peut mettre des boutons, parce que les personnes peuvent directement appeler, il y a de la géolocalisation, donc vraiment un outil qui est vraiment intéressant à tester dans vos campagnes. Avant-dernier point, la partie
personnalisation, donc la partie personnalisation avancée. Alors là, j'ai été assez light puisqu'en fait, j'ai comme déjà beaucoup de choses à vous dire. C'est la partie intégration CRM et centre de contact qui est vraiment quelque chose qui me permet de mieux personnaliser. Donc personnaliser comment? Bah, tout simplement avec, l'affichage automatique des personnes avec leur dossier, la vision à 360°, l'enregistrement automatique des résumés et cetera. Donc, voilà, cette intégration CRM et centre de contact au niveau de la personnalisation, c'est quelque chose qui est vraiment clé. Si vous ne l'avez pas encore mis en place, je vous invite à le mettre. Et on arrive au dernier, là j'ai dépassé un tout petit peu le délai. Donc l'optimisation des ressources, hein, l'optimisation des ressources, qu'est-ce que c'est? C'est être plus efficace. Donc soit en fait on ajoute de nouveaux outils, du self-care, des nouveaux canaux, de la proactivité, soit en fait on va optimiser l'existant avec par exemple de l'automatisation. Et pour cela en fait, ben, je vous présente 2 webinaires, un webinaire sur les KPI, et si vos KPI vous trompez, donc un webinaire qu'on a mis en place avec notre responsable service client, comment on peut analyser chaque KPI, comment aller, vraiment dans le détail, et l'autre en fait sur l'excellence opérationnelle. Donc, vous verrez dans ce webinaire qui est vraiment intéressant, on analyse par exemple la DMT, comment en fait il faut plutôt travailler la DMT soit en contrainte en disant ouais il faut que mes agents prennent beaucoup d'appels, soit en fait on apprend justement à l'inverse en se disant mais la DMT non elle doit être longue parce que mes collaborateurs doivent prendre du temps pour discuter avec des personnes, travailler sur les compétences spécialisation pour savoir si on peut comme ça dispatcher des personnes, travailler également sur la dissuasion. Donc il y a des cas qui sont intéressants et vous pourrez regarder aussi le webinaire qu'on a co-animé avec l'ADI sur le sujet. Le dernier point, cette partie optimisation, c'est la gestion des équipes, donc la gestion du planning. Et là, en fait, la partie workforce management, on a Frédéric Derrien et Mickaël Cohen-Bacry qui nous ont donné de très bons exemples. Par exemple, Frédéric a dit que sur une équipe qui était de 80 personnes, équivalent temps plein, en mettant en place le quality monitoring, enfin le workforce management, ils auraient réussi à économiser, je crois que c'est l'équivalent de 2 équivalents temps plein en un an. Donc, ce qui est assez énorme avec un petit outil, immédiatement, c'est de l'efficacité, donc optimisation des ressources, mais également fidélisation des collaborateurs. Puisqu'en fait, en leur mettant à disposition une application mobile où ils peuvent faire de la bourse d'échange, en fait, on a des collaborateurs qui sont beaucoup plus engagés, qui permettent d'avoir plus de fluidité, etc., etc. Et on voit ici, hein, l'application mobile permet d'avoir un taux de churn qui est beaucoup plus faible. On est vraiment à 17% contre 29% quand on est en PDF ou en tableur. Voilà. Alors, ce qu'il fallait retenir, et on va passer à la session de questions-réponses, c'est que ben, les attentes des clients vont plus faire de l'instantanéité, des parcours clients plus fluides, un service personnalisé, de la proactivité et de l'empathie. Donc, à vous de choisir le bon dosage entre humain et IA, sélectionner les innovations, les outils qui vont avoir un effet maximum, parce que là, je vous ai donné 10 outils. Nous, on est là à votre disposition. Si vous souhaitez, on peut prendre le temps d'un call, une demi-heure ensemble, pour savoir en fait vous, dans votre relation client, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous souhaitez améliorer, et nos équipes vous proposons les meilleurs outils pour le faire. Voilà. Votre plan d'action, donc, révisitez votre offre relationnelle si vous ne l'avez pas encore fait, analysez les parcours clients, lancez une étude auprès de vos équipes pour savoir ce qui va remonter, sélectionnez ou agir en priorité avec une quick win, donc quelque chose qu'on peut mettre en place rapidement, et après un projet un peu de plus grande envergure, faites un pilote, faites entrer la voix du client, et à la fin, faites voler vos outils. Voilà, donc une checklist assez simple. Pour nos prochains rendez-vous, donc comme je vous le disais, moi je vous donne rendez-vous le 28 janvier à 9 heures pour une matinale dédiée assurance mutuelle. Donc vous pourrez vous connecter ici sur eloquent.com/événement. Donc réservé vraiment aux professionnels de la relation client parce qu'on est vraiment en nombre limité, donc professionnels de la relation client mutuelle assurance. On fera un webinaire dédié transport logistique eau énergie le 5 février et on se retrouve au salon All for Customers les 25-26 mars prochain. Donc vous pourrez rencontrer nos équipes en vrai, me rencontrer moi, et j'aurai beaucoup de plaisir à discuter avec vous. Et bien sûr, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous contacter au 0805 301 100 ou à Marketing et Corps. Voilà, donc bonne fête de fin d'année à tous et à toutes, et à très bientôt. Au revoir.